Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce 4e cours consacré cette année à l'influence du langage et des symboles sur la perception et la cognition. Et avant de commencer, je vais enlever mon masque. Je suis le seul à avoir le droit d'enlever le masque dans cette salle du Collège de France. Et je voudrais justement vous rappeler à quel point, malheureusement, il est important d'être extrêmement prudent lorsque vous venez dans cette salle. Vous avez, vous le savez, la possibilité de suivre le cours sur Zoom en direct et aussi, grâce aux efforts du Collège de France, de le regarder 24 heures après sur le site du Collège, moins de 24 heures. Donc, si vous venez ici, c'est parce que vous êtes prudent, parce que vous respectez toutes les règles sanitaires et vous connaissez. J'ai choisi une vidéo qui n'est pas spécialement d'une très grande rigueur scientifique, mais juste pour vous montrer. Peut-être on va la retrouver ici. Il s'agit d'une personne qui est physicienne, qui a accès à de l'azote liquide, qui met de l'azote liquide sur des plateaux et qui montre ce que ça fait de tousser, d'accord, sans masque, et avec un masque, avec un vrai masque. Parce qu'avec un masque en tissu, à moins d'avoir vraiment beaucoup d'épaisseur, ça va quand même bien. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objet de mon cours, je vais même arrêter. Mais quand même, je ne voudrais pas arrêter sans revenir à mon PowerPoint qui est ici et vous demander à votre avis qu'est-ce que ça fait de faire comme ça. Il n'a pas mis dans sa vidéo, notre brave physicien, parce qu'il n'a pas osé, je pense, parce que l'effet est évident. Hein. Ne pas mettre le nez dans le masque, c'est exactement comme si vous ne portiez pas de masque du tout. Alors, je le dis à chaque fois, c'est le 4e cours, à chaque fois, je suis obligé de regarder des gens dans les yeux parce qu'ils n'ont pas le masque sur le nez. Voilà, comme monsieur là-bas, s'il vous plaît. Merci. Alors, le masque, c'est sur le nez. C'est aussi simple que ça. Si on ne peut pas comprendre ça, je ne sais pas si on peut comprendre le reste des cours au Collège de France. Et donc, excusez-moi, j'essaye de rester au niveau de la plaisanterie. Merci. Essayez de respecter cette règle très simple. Et si vous n'y arrivez pas, regardez le cours sur Internet. Ce sera pas plus mal pour tout le monde. Nous sommes dans une situation assez critique. Je pense que les exponentielles, c'est quand même le niveau élémentaire des mathématiques. Nous sommes dans une courbe exponentielle actuellement en France et notamment à Paris. Donc soyons prudents. Voilà. Alors par ailleurs, je voudrais revenir en arrière aussi sur le cours numéro 1. Parce que Bruno Suarez, qui m'envoie régulièrement des articles, m'a envoyé un article amusant et intéressant et qui nous permet de revenir sur cette question du langage comme outil de communication, mais aussi de distraction. Parce que c'est quand même le premier effet du langage de nous donner des informations nouvelles. Et on avait vu que ces informations peuvent être vraies ou fausses. Et donc, elles peuvent avoir plusieurs effets. D'abord, elles peuvent nous biaiser dans nos pensées. Par exemple, nous inciter à penser qu'il existe des différences importantes. Vous vous souvenez, dans l'expérience de Pascal Huguet, entre faire du dessin et faire des maths. Et il y a des élèves qui, lorsqu'on leur dit c'est des maths, perdent tous leurs moyens et n'arrivent plus à recopier un dessin. Alors que si on leur dit c'est du dessin, ils font exactement la même tâche, bien mieux. On avait vu aussi que c'est à l'origine des effets placebo et nocebo, en tout cas une partie de l'effet vient du fait qu'on parle au patient et qu'on lui explique que ça va faire du bien ou que ça va faire du mal. Et on avait vu ces expériences sur la pommade qui changent complètement d'effet suivant ce qu'on dit au patient. Alors j'avais parlé également des effets d'hypnose qui peut diminuer la douleur perçue lorsqu'on distrait le sujet. Il y a à la fois donc un effet d'information et un effet de distraction. Et alors Bruno Suarez m'a envoyé ces articles qui sont quand même assez étonnants sur le fait de pousser des jurons lorsqu'on a mal. Typiquement, le capitaine Haddock ici va dire 1000 millions de 2000 sabords, ce qu'on ne dit pas tous, mais lui, en tout cas, c'est ce qu'il préfère dire. Et la question, c'est est-ce que ça a un effet ? Le langage, dans ce contexte, le langage très particulier des jurons, alors c'était un langage tout à fait étrange et peut-être en partie dissocié du reste de la langue. Vous savez qu'il y a des patients qui peuvent être très gravement aphasiques et qui ont encore les jurons. C'était le cas de Tantan, le patient de Broca, qui, on l'appelle comme ça parce qu'il disait tant, il ne savait guère dire que ça, mais il savait aussi dire sacré nom de Dieu. Donc ça faisait partie des choses qui étaient préservées chez lui. Alors, ça n'est pas complètement sans rapport avec ma première diapositive, puisque quand on pousse des jurons, on postillonne également, ce qui est risqué, mais la question c'est s'il y a quand même un bénéfice à pousser des jurons lorsqu'on s'est fait, par exemple, piquer par une guêpe dans une rose. Je vais passer très vite là-dessus, mais pour vous dire qu'il y a quand même une recherche tout à fait étonnante sur ce sujet, avec une personne en particulier, M. Stephens, qui y consacre ses publications.
dans des revues qui sont plus ou moins correctes, mais j'ai trouvé la recherche authentique et intéressante. Donc on demande à des volontaires qui vont être exposés à un stimulus douloureux, au seuil de la douleur, de pousser d'authentiques gros mots. Alors je vous laisse deviner de quoi il s'agit, c'est en anglais, et on le répète comme ça en boucle, comme on fait d'ailleurs quand on se donne un coup de marteau sur le doigt. Et il y a des mots de contrôle qui sont choisis ici, qui ont été choisis par un autre panel de sujets pour leur qualité émotionnelle et distrayante. Par exemple, Fouch, ou bien Twitspipe, qui sont donc choisis comme mot de contrôle, soit un dernier mot qui est neutre. Et le protocole est rigoureusement irréprochable puisqu'on collecte des données sur les sujets, on leur installe un système qui va permettre de refroidir, de faire des mesures physiologiques, et ensuite on va leur placer le doigt dans une eau glaciale à 3 degrés et on va leur demander de pousser, ça y est, là le mot est dévoilé, excusez-moi, ou ces mots de contrôle alors qu'ils sont exposés à ce stimulus douloureux. Et les résultats sont significatifs, donc sachez-le, le langage a un effet dans ce domaine également. Lorsque vous poussez de vrais jurons, c'est la condition qui est ici, par rapport à ces mots de contrôle comme Twistpipe, que je ne vous recommande pas, eh bien, vous voyez qu'il y a un double effet. D'abord, vous avez un seuil de douleur qui est plus élevé, c'est-à-dire qu'il faut plus de temps pour dire « ça fait mal ». Et puis, vous pouvez aussi garder votre main plus longtemps dans l'eau glaciale lorsque vous poussez ces jurons, sans doute parce que vous êtes distrait au niveau central par ce fait-là. Et les auteurs ont toute une série d'articles sur cette question, donc il y a une certaine forme de réplication. Je crois que c'est suffisamment sérieux pour en parler ici de façon rapide. Mais vous voyez que, par exemple, si vous avez des efforts à fournir dans une épreuve d'effort sur un vélo d'appartement, eh bien, vous pouvez aussi arriver à faire plus d'efforts si vous poussez des jurons. Donc, je ne sais pas si c'est appliqué dans le Tour de France, mais pourquoi pas, après tout, il y a un petit effet du langage dans ce domaine. Voilà, fin de la parenthèse sur le cours numéro 1. Et je reprends le fil du cours de la semaine dernière où nous avions parlé des interactions entre langage et perception. Alors, on rentre plus au cœur des effets worfiens, puisqu'il ne s'agit pas juste de communiquer des informations, ce qui est le but de toute langue, mais il s'agit de se demander si des variations dans une langue particulière affectent la perception. Et aujourd'hui, on va regarder si ça affecte les concepts. Alors, dans le cas de la perception, j'avais regardé le cas des émotions et le cas des couleurs, qui est un grand classique. Et notre première conclusion était qu'il y avait une universalité très importante de ces effets. Donc, à travers toutes les cultures, nous avons des variations importantes dans la dénomination de ces domaines. Mais dans la perception, les variations sont extrêmement faibles. Il y a d'infimes variations de perception. Dans le domaine des couleurs en particulier, on avait vu que la catégorisation de l'espace des couleurs a tendance à se produire avec des points focaux qui sont situés partout au même endroit dans toutes les cultures. Il y a quand même des variations très importantes de vocabulaire, il ne s'agit pas de les nier, et ces différences se traduisent effectivement par de petites variations de la prise de décision perceptive. La prise de décision, c'est l'ensemble de la chaîne depuis la perception jusqu'à la réponse du sujet, et dans cette chaîne, souvent, il peut y avoir des éléments linguistiques. En fait, les sujets cèdent d'une sorte de recatégorisation, notamment lorsque la tâche est difficile, lorsqu'elle implique un délai, lorsqu'il s'agit d'une tâche de mémoire. Dans ce cas-là, ça aide, ça peut aider en tout cas, mais ça peut aussi biaiser les sujets de ne pas rester au niveau perceptif, mais de recatégoriser l'information au niveau linguistique, de dire c'est un bleu que j'avais vu, et donc d'être biaisé par cette étiquette. Et on avait vu que toutes ces expériences, et ce sera encore le cas aujourd'hui, pour trouver des effets worfiens, se placent au niveau du seuil, c'est-à-dire choisissent des stimuli qui sont extrêmement ambigus, le plus proche possible du seuil, et à ce moment-là, on voit un tout petit effet de modulation par les étiquettes linguistiques. Donc on peut dire que le langage fonctionne comme une sorte d'outil cognitif supplémentaire. Il ne fait pas basculer massivement la perception. On n'est pas radicalement différent parce qu'on parle une langue différente, mais on a de petits biais perceptifs qui sont éliminables la plupart du temps lorsqu'on interfère avec le domaine linguistique, par exemple en faisant blablater le sujet. Vous vous souvenez, ces tâches interférentes de mémoire, de travail verbal enlèvent la plupart du temps les effets perceptifs. Alors aujourd'hui, on va poser la même question au niveau des concepts. Est-ce que pour des concepts de plus haut niveau, d'espace, de temps, de rythme, de genre, masculin, féminin, est-ce que nous sommes influencés par la structure de notre langue? Vous
On va poser exactement cette question-là. Mais avant de commencer, je voudrais revenir sur cette question, donc de savoir qu'est-ce qui se passe quand on interfère avec la langue. Si cette vision est correcte, une fois qu'on enlève le module linguistique, eh bien on devrait rester avec des modules perceptifs, des modules de concept, qui sont très largement inchangés, qui sont peut-être très légèrement modifiés, modulés, mais largement inchangés. Alors c'est une prédiction très simple, c'est que si on est aphasique, à l'âge adulte en tout cas, eh bien on pourrait avoir une perception strictement normale, par exemple des couleurs, et aussi des concepts strictement normaux. Et je vous montre ici, cette personne, c'est Tom Lubbock, qui a écrit un livre qui est assez intéressant, tout récent, qui s'appelle « Jusqu'à nouvel ordre, je suis vivant ». Le titre vient du fait qu'il apprend qu'il a une tumeur, que c'est très grave, qu'il va mourir rapidement, et en fait il meurt au bout de 2 ans, si je me souviens bien. Et donc il raconte, c'est un écrivain, il raconte sa mort, il raconte sa rencontre avec tout ce monde médical, etc. C'est surtout ça le sujet du livre, mais il parle aussi du fait d'être un écrivain et de perdre sa capacité de parler. Et à la fin du livre, à vrai dire, le livre s'amenuise progressivement et on voit effectivement cette incapacité d'écrire qui survient. Mais il décrit aussi quelle est sa pensée. Et pour lui, il y a une distinction majeure entre langage et pensée. À nouveau, ce n'est pas le cœur du livre, mais quand même, il dit les choses de façon assez claire. Mon langage pour décrire les choses du monde est très petit, très limité. Mes pensées, quand je regarde le monde, sont vastes, sans limite et normales, les mêmes que depuis toujours. Pour lui, il pense toujours de la même manière. Et il dit ça quelques semaines, si je me souviens bien, avant de décéder de cette tumeur qui a vraiment donc réduit massivement son langage. Il écrit ce livre avec l'aide de sa femme, hein, et il dit « Mon expérience du monde n'est pas réduite par l'absence de langage, mais est essentiellement inchangée. C'est curieux. » C'est curieux parce qu'avant, dans le livre, il dit « Ah, je vais certainement perdre des tas de capacités de pensée, etc. » Et ça n'est pas le cas pour lui. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut objectiver ce sentiment subjectif? Il est possible qu'il ne s'aperçoive pas qu'il ait perdu certains éléments de pensée. Alors, il y a plusieurs articles qui portent sur cette question. Je vais vous en montrer quelques-uns. D'abord, puisqu'on était sur le thème de la couleur, si on perd les mots de couleur, est-ce qu'on perd forcément aussi les catégories de couleurs? Si on est worfien, on devrait faire cette prédiction. Alors, il y a un article récent de Paolo Bartolomeo avec Laurent Cohen et leurs collègues qui étudie un homme de 54 ans qui fait un accident ischémique de la région occipito-temporale gauche. Ici, on voit bien la lésion dans son cerveau, une très vaste lésion. Et il perd la capacité de nommer les mots, les noms communs, les objets, les nombres et les couleurs. Et ils étudient assez finement son comportement. Ils montrent qu'en fait, il s'agit vraiment des couleurs et non pas simplement du noir et du blanc, qui ne sont pas des couleurs, ou du gris. Il nomme assez convenablement le noir, le blanc et le gris, mais il a 34% de réussite, c'est-à-dire bon, vraiment pas terrible, pour les noms de couleurs. Alors, ils l'étudient en IRM et ils parviennent à proposer une sorte d'explication pour le fait que cette lésion conduise à la perte de la dénomination des couleurs. Il y a à la fois la perte d'une région gauche, ici, qui devrait s'activer chez les sujets normaux, on le voit en bleu ici, lorsqu'on présente des images colorées par rapport à des images en niveau de gris, en noir et blanc. Donc, cette région ne s'active pas chez le patient, seule une région droite s'active chez le patient, dans l'hémisphère préservé ici. Mais d'autre part, cette région est disconnectée fonctionnellement des aires de l'hémisphère gauche qui, on peut penser, sont impliquées dans la dénomination. Et donc les régions temporales, en particulier antérieures ici. Donc si on regarde ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle, qui n'est pas un très bon terme, c'est la corrélation d'activité entre cette région de départ et le reste du cerveau, on voit que le patient, par rapport à des contrôles, a perdu la corrélation fonctionnelle qui probablement nous informe sur la connectivité. Il aurait une déconnexion de cette région intacte qui répond encore aux objets colorés vers les régions du langage de l'hémisphère gauche. Donc ça pourrait expliquer qu'il ne nomme pas les couleurs. Alors il ne nomme pas les couleurs, maintenant qu'est-ce qu'il fait en termes perceptifs? Est-ce qu'il a perdu la perception? Eh bien, il regarde une tâche assez subtile de catégorisation des couleurs. La tâche est la suivante, vous voyez à chaque essai 2 cercles colorés, comme ça, et dans la tâche la plus importante, perceptive, vous devez indiquer dans quel cercle se trouvent 2 couleurs de la même catégorie. Par exemple, ici, il faut indiquer le cercle bleu parce qu'il y a 2 bleus. D'accord. Mais ici, c'est 2 couleurs également, tout aussi proches, mais l'une est marron et l'autre est rouge. D'accord. Donc, dans notre langue, ce sont des catégories différentes. Est-ce que le patient est encore capable de faire ça alors qu'il n'est plus capable de nommer ces couleurs? Dans la tâche de contrôle, ici, il demande effectivement de pointer vers une couleur qui a été nommée. Donc, il s'agit de compréhension des noms de couleurs. Il dit marron, vous devez pointer vers le cercle qui contient la couleur marron. Donc, les stimuli sont identiques, la tâche diffère.
Et ils observent effectivement une dissociation assez prononcée. Alors d'abord, pour le noir, le blanc et le gris, il n'y a pas de déficit. Vous avez les sujets contrôle qui sont des cercles. Ici, le patient est un triangle. Vous voyez qu'aussi bien en compréhension des noms qu'en catégorisation, il est tout à fait, ou pratiquement, dans l'intervalle de la normale. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit des couleurs, on voit quand même une dissociation assez évidente. Il a cet énorme déficit de compréhension des noms de couleurs, donc il est très en dessous des sujets contrôle pour ce qui est de pointer vers le cercle qui contient la couleur qui a été nommée, comme marron ici, mais il est à peu près pas trop loin de la normale. Vous voyez que ce n'est pas parfait, ce n'est pas une dissociation aussi complexe qu'on pourrait le souhaiter, mais disons qu'il a encore des capacités assez largement préservées pour indiquer lequel des cercles contient deux catégories de couleurs différentes. Donc, on peut penser que ces régions occipito-temporales droites qui sont encore intactes peuvent peut-être suffire, peut-être en conjonction avec d'autres, peut-être des régions frontales, suffire encore à connaître les catégories de couleurs, même lorsqu'on est aphasique ou anomique pour les noms de couleurs. Cette étude est intéressante, elle n'est pas tout à fait conclusive, parce qu'on ne sait pas. D'abord, vous voyez qu'il y a quand même un petit déficit qu'on pourrait objectiver s'il y a peut-être plus de sujets contrôle ici, donc il est vraiment à la marge des sujets contrôle. Peut-être a-t-il vraiment perdu quelque chose, peut-être a-t-il perdu un petit peu de cette catégorisation. Et ça correspondrait bien aux expériences que je vous ai présentées la semaine dernière, c'est-à-dire l'idée que le langage aide un petit peu à catégoriser. Il ne fait pas tout, mais il renforce, sélectionne certaines catégories de couleurs. Voilà. Et comme ils n'ont pas testé des sujets d'autres langues, par exemple des sujets qui ne distingueraient pas le rouge du marron, on ne peut pas savoir en fait si ce petit déficit ne correspond pas à ce que ces sujets-là ont gagné parce qu'ils ont des étiquettes verbales. Donc peut-être qu'il y a quand même un petit effet ici de gain pour les catégories de couleurs et qui a été perdu chez ce patient aphasique. Donc voilà. Mais quand même, si on regarde les données d'un petit peu loin, voilà un patient qui a d'énormes difficultés de dénomination et qui n'a pas du tout perdu la capacité de percevoir le monde extérieur, qui d'ailleurs dit « je le perçois tout en couleurs normalement », etc. Alors qu'en est-il des concepts ? À quoi pensent les aphasiques? Est-ce qu'ils sont vraiment capables de penser à des concepts de haut niveau? Alors il y a un débat là-dessus qui est aussi ancien que le débat sur la thèse de Sapir-Whorf. Par exemple, vous trouvez des philosophes comme Davidson qui dit « parler une langue n'est pas une chose qu'un homme peut perdre tout en conservant la capacité de penser ». Donc le philosophe est catégorique, si vous perdez la langue, vous perdez la capacité de penser. Vous retrouvez des choses pas similaires sous la plume de Worf lui-même. Et on avait discuté dans le premier cours la thèse d'Andy Clark qui dit que ce n'est peut-être pas vrai de tout ce qu'on appelle la pensée, mais il y a un niveau de la conscience humaine qui concerne notre capacité d'introspection qui dépend de la faculté de langage. Donc, il se peut que ce soit le langage public qui soit responsable d'un ensemble de traits distinctifs de la pensée humaine, notre capacité de disposer d'une dynamique de second ordre, de réfléchir sur nous-mêmes. Est-ce que ceci dépend du langage? La pensée réfléchie. Alors, selon cette idée, les patients agrammatiques ne devraient plus du tout être capables d'entretenir des pensées complexes, au moins celles qui nécessitent une sorte d'enchâssement, de regard sur soi-même, d'introspection. Et on peut penser évidemment à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de réfléchir aux pensées d'autrui. Il pense que X, il pense que je ne sais pas, qu'il a dit. On enchâsse les pensées les unes dans les autres, on le fait par le biais de verbes particuliers, des verbes mentaux qui prennent une phrase comme complément, donc qui implique une sorte de récursion. Une phrase est enchâssée dans une autre. Il y a des recherches, notamment celles de De Villiers et collaborateurs, qui suggèrent que le développement de la théorie de l'esprit chez l'enfant dépend de celui du langage. Et effectivement, on trouve une corrélation, et en particulier, je reviendrai sur le cas des enfants sourds qui ont des retards de langage, mais on observe chez eux un retard de la théorie de l'esprit. Simplement, corrélation n'est pas causation, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le langage qui cause le développement de la théorie de l'esprit? La thèse de Sapir-Whorf est extrêmement claire. Un patient qui ne peut plus formuler ni comprendre des phrases enchâssées avec un agrammatisme ne devrait plus être capable de réfléchir aux pensées d'autrui et donc devrait perdre la théorie de l'esprit, le theory of mind. Alors là, j'ai repris le terme qu'utilise Nama Friedman, qui me paraît bon, même je ne sais pas s'il est universellement accepté actuellement. Elle parle de patients atomiques, c'est-à-dire, c'est un jeu de mots évidemment sur theory of mind qu'on dit TOM en anglais, donc c'est des patients sans theory of mind, atomique. Alors, il existe des patients atomiques, et là je voudrais donc citer le travail de Nama Friedman, même si je ne sais pas s'il est publié actuellement, en tout cas elle m'a passé un poster qui était suffisamment détaillé pour vous en parler.
Elle montre d'abord qu'on trouve des patients atomiques, c'est-à-dire sans théorie de l'esprit, des patients qui ont perdu sélectivement la théorie de l'esprit, et c'est souvent avec des lésions de la jonction temporopariétale droite, ce qui n'est pas du tout anodin, parce que c'est cette région qui est pointée par de nombreuses études en IRM fonctionnel comme étant activée dès qu'on pense aux pensées des autres. Si je pense à vos propres pensées, j'active cette région droite pour essayer de discerner entre mes propres pensées et les pensées des autres. Alors, elle trouve donc 4 patients avec des lésions un peu variables, mais 2 d'entre eux très clairement dans cette région, et aussi des patients plus classiques, agrammatiques, avec un trouble de la syntaxe. Elle les teste avec une énorme batterie syntaxique qu'elle a développée au fil des années. Vous vous souvenez que Nama Friedman était venu nous parler plusieurs fois ici au collège, hein. Donc je ne rentre pas dans le détail de cette batterie syntaxique, mais il y a des jugements de grammaticalité. Par exemple, est-ce que vous détectez, c'est fait en hébreu, hein, que le petit mot grammatical qui introduit la proposition relative est manquant. Dany pense, l'herbe est verte. Okay, ce n'est pas grammatical en français, en hébreu non plus. Est-ce qu'on est capable de le détecter? Il y a des tâches de production de phrases relatives. Par exemple, on décrit des personnes aux gens et on lui demande de dire « je préférerais être la personne qui » ou « que ». Et alors la personne est obligée, le patient est obligé d'essayer de faire une phrase avec une phrase relative. Donc il y a d'autres situations similaires. On demande aux patients de faire des phrases avec des mots comme « penser »,« regretter », etc., « connaître ». Et puis encore d'autres tâches ici que je vous laisse découvrir. Et puis il y a une batterie d'atomia, donc d'absence de théorie de l'esprit, qui a été développée par Nama Friedman et qui demande de regarder des histoires ou des cartoons, des dessins, dans lesquels il y a une situation qui ne peut être comprise que si on a une théorie de l'esprit. Alors je vous laisse découvrir l'une d'entre elles ici. Voilà. Si vous souriez ou si vous riez, c'est que vous avez la théorie de l'esprit, donc tout va bien. J'entends un tout petit peu de rire. Et là, ça va encore mieux. Voilà, vous avez compris ce dessin. On demande aux patients de décrire ce qui se passe dans ce dessin. Et vous avez 2 types de patients. Vous avez le patient qui est aphasique, donc qui a énormément de mal à parler. Vous voyez qu'il fait très peu de mots, mais il a compris la situation. Le mari espérait. La femme dévorait l'alligator. Voilà. Et puis, il rigole. Voilà. Il a compris. Et là, on peut essayer d'objectiver, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas une batterie qui est extrêmement facile à mesurer, je dirais, mais enfin, on peut voir que bien qu'il ait un manque des phrases pour décrire convenablement la scène, il a compris la situation. Alors voyons ce que fait l'autre patient ici, qui est donc atomique, qui a des problèmes de théorie de l'esprit. Il décrit tout ce qui se passe. Il y a un crocodile, il y a quelqu'un là qui prend des photos, et puis c'est tout. Il n'y a pas une autre personne? Si, il y a une femme, et il y a le gars qui prend sa photo, puis il y a le crocodile qui a l'air d'une sorte de jouet, elle est dans la rivière, et ça ne lui fait pas peur qu'il y ait un crocodile. Donc le gars n'a rien compris. Il est capable de décrire la situation, mais il n'a pas compris de quoi il s'agit. Voilà. Alors, lorsque vous faites passer cette batterie donc à ces patients qui ont été identifiés au préalable, hein, vous voyez qu'il y a une double dissociation. On peut très bien être gravement aphasique, agrammatique, et comprendre encore les pensées des autres à 97% est correct. Ou l'inverse, on peut produire encore des phrases très complexes, mais ne rien comprendre à l'esprit d'autrui. Autrement dit, donc, les patients qui ont une aphasie ou un agrammatisme relativement pur, évidemment ça dépendra de la taille de la lésion, etc., mais ils peuvent très bien encore comprendre les pensées d'autrui. Alors l'existence de dissociation de ce type est très fréquente dans l'étude de l'aphasie, et par exemple, il peut y avoir aussi préservation de l'arithmétique mentale. Donc on peut tout à fait être encore capable de faire des calculs, éventuellement des calculs algébriques assez complexes, alors qu'on ne maîtrise plus le langage. C'est l'objet de très nombreuses études de Rosemary Varley en Angleterre, et elle a décrit par exemple ce patient qu'on connaît par ses initiales, SO, qui était un professeur de sciences, qui est devenu très gravement aphasique et agrammatique. Vous voyez l'étendue de la lésion ici. Dans la convention neurologique, elle est indiquée à droite, mais c'est une lésion de l'hémisphère gauche qui affectait le langage, hein, en compréhension comme en production. Et c'est une personne qui est vraiment pratiquement ce qu'on appelle une aphasie globale, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus prononcer un seul mot autre que bonjour, et hello et bye. Voilà. Donc elle est au niveau du hasard avec les phrases sémantiquement réversibles, dans lesquelles la syntaxe joue un rôle essentiel pour comprendre la phrase. Et en dépit de ce déficit majeur,
ce professeur est encore capable de résoudre des problèmes arithmétiques, y compris des problèmes arithmétiques qui ne sont pas triviaux. Par exemple, on vous demande 2b fois 5b égale 7b au carré. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, c'est faux, mais ce n'est pas évident. Et puis, ils injectent volontairement dans les nombreux, vous voyez, tous les problèmes qui ont été posés ici, pour lesquels à chaque fois le pourcentage de réussite du patient est entre parenthèses, et la plupart du temps, il est nettement au-dessus du hasard, voire parfait. Il y a des problèmes dans lesquels il y a une syntaxe enchâssée, c'est-à-dire que si vous effectuez le calcul linéaire sans tenir compte des parenthèses, eh bien, vous vous tromperiez. Comme c'est le cas ici, 2a moins c moins 3c plus 7a. Je vous laisse faire le calcul de tête, donc moins 2c ici, donc 2a plus 2c, donc 9a plus 2c. D'accord ? Mais si vous faites le calcul linéaire, vous vous trompez. Eh bien, le patient réussit. Donc le patient a encore la notion d'enchâssement, alors qu'il ne l'a plus dans le domaine du langage. Il y a des échecs intéressants. Je reviendrai dans le dernier cours sur la question des nombres et des calculs, donc c'est une petite anticipation, mais vous voyez que la multiplication et le traitement des fractions ont l'air de poser des problèmes à ce patient. Et on verra que la multiplication dépend du langage, dans une grande mesure, dans la mesure où on apprend les tables de multiplication par cœur, on les apprend avec l'aide du langage. C'est encore cette idée du langage comme support. On peut s'en passer, on peut faire des calculs complexes sans langage, mais ça aide d'avoir la table de multiplication bien stockée dans sa mémoire verbale, et c'est ce que font la plupart des gens, et c'est ce qu'on apprend à l'école. Voilà. Donc, ça pour dire qu'on peut très bien penser de façon très complexe en étant aphasique, et les données de Rosemary Verlet, qui sont des données chez les patients, convergent très largement avec les données d'IRM fonctionnelles, je vous en montrerai dans le domaine des mathématiques, qui montrent des dissociations donc, entre les réseaux du langage parlé ou écrit, très souvent localisés dans les aires classiques de l'hémisphère gauche, la région temporale le long du sillon temporal supérieur, et puis la région de Broca, la région frontale inférieure gauche. Et on trouve donc des dissociations avec les réseaux de la théorie de l'esprit, qui impliquent particulièrement la région temporopariétale, la jonction temporopariétale droite, ou bien l'arithmétique et l'algèbre, qui impliquent ce réseau bilatéral dorsal que je vous ai montré dans des cours précédents, ou bien encore la logique, avec les travaux de Monty et Oscherson, ou bien encore, de façon plus informelle, la réflexion, le raisonnement. Par exemple, ça a été décrit que des patients aphasiques peuvent très bien continuer à jouer au jeu d'échecs à haut niveau, sans difficulté. Et il s'agit bien d'une double dissociation, c'est-à-dire qu'on trouve des effets dans les deux sens. Je vous rappelle, par exemple, dans un cours, je vous ai parlé des travaux de Angela Sirigu et Laurent Cohen, qui avaient montré une double dissociation dans le cortex préfrontal. Des patients aphasiques qui n'arrivent plus à mettre en ordre les mots d'une phrase, on leur donne les mots et ils doivent les mettre dans le bon ordre syntaxique, n'y arrivent plus, mais arrivent encore à mettre dans l'ordre les événements d'un script dans un restaurant, par exemple. Je pousse la porte, je laisse mon manteau au porte-manteau, je commande, je mange, je paie, etc. Ces patients, bien gravement aphasiques, arrivent encore à mettre ces événements dans l'ordre, et inversement, on trouve des patients avec des lésions plus antérieures dans le cortex frontal, qui ne savent plus mettre les choses dans l'ordre, mais arrivent encore à organiser une phrase. Donc vous voyez qu'il y a une certaine modularité du cerveau, dont on parle régulièrement dans ce cours, et il y a une modularité des réseaux du langage, et on peut très bien les perdre sans avoir d'énormes déficits dans d'autres domaines cognitifs. Alors ça ne veut pas dire pour autant que le langage ne joue pas un rôle. D'abord, ce sont des patients adultes, ils ont eu toute la capacité de se développer, et seulement à la fin, ils ont une lésion, une tumeur qui réduit leur capacité linguistique. Ça ne veut pas dire que le langage ne joue pas un rôle dans le développement. C'est l'argument d'Elisabeth Spelke, et j'en parlerai dans le prochain cours. Et puis, deuxièmement, l'organisation d'une langue particulière peut moduler subtilement les représentations non verbales. Donc, on ne perd peut-être pas tout, ça c'est la thèse de Worf forte, à mon avis, est réfutée par ces données, mais on reste peut-être avec des tout subtils effets de modulation linguistique, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, donc dans le domaine du rythme, de la perception du genre pour les êtres vivants et les objets, et puis surtout dans le domaine de l'espace et du temps, qui sont des domaines très abstraits. On va voir qu'il y a des petites influences du vocabulaire dont on dispose pour les nommer, qui varient selon les langues. Alors, je commence donc par l'histoire de l'ordre des mots. Vous savez que l'ordre des mots varie suivant les langues, varie de façon assez radicale, Dans la langue française et dans les langues qu'on dit branchantes à droite, right branching, on les appelle aussi head first, c'est-à-dire tête première, parce que la tête de la phrase vient presque toujours avant le complément. Par exemple, en français, vous dites manger un morceau, sur la table, mère de Jean. Vous voyez qu'à chaque fois, la tête vient avant le complément. Homme qui vient, si le complément est une proposition relative. Voilà. Et il y a d'autres langues qui ne font pas ça, qui font presque exactement l'inverse.
comme le japonais, par exemple. Alors j'avais mis presque ici, parce qu'il y a des langues dans lesquelles c'est un petit peu mixte, et en anglais, par exemple, c'est intriguant que les constructions nominales, comme car factory, par exemple, sont inversées par rapport au reste de la langue, mais c'est un petit peu anecdotique, et la plupart des constructions basculent toutes ensemble, d'un côté ou de l'autre. Donc, ce n'est pas seulement en japonais, c'est très important de voir que ce n'est pas des langues qui sont reliées entre elles sur le plan phylogénétique, mais donc, par exemple, dans la langue Sioux, Lakota, pour dire « j'en trouve cette lettre sous le tapis », d'après Baker, qui écrit, je vous recommande vigoureusement ce livre, Les atomes du langage, les Atoms of Language de Baker, on dit littéralement, donc Jean, lettre 7, tapis le, sous, trouve. D'accord. Donc tous les éléments sont inversés, un peu comme dans un mobile de Calder. Si vous imaginez l'arbre linguistique, tous les arbres linguistiques sont retournés. Et Luigi Rizzi nous en parlera dans ses cours au Collège de France de linguistique. Alors, ce paramètre est corrélé avec la position du verbe. Donc, il y a 80% des langues qui sont soit SVO et ont des prépositions, comme le français, c'est-à-dire sujet, verbe, objet, soit SOV, sujet, objet, verbe, on met le verbe à la fin, et à ce moment-là, on a des postpositions. Alors, la question, c'est est-ce que ça a une influence en dehors de la sphère du langage? Parce qu'après tout, c'est quand même un paramètre massif. Ça change la manière d'organiser les mots pour produire ce qu'on appelle linéariser, c'est-à-dire partir d'une représentation très complexe dans laquelle il y a Jean qui trouve une lettre, elle est sous le tapis, etc. Et on linéarise et on le fait de façon très différente suivant les langues. Alors, les auteurs de l'article que j'ai choisi d'illustrer ici posent cette question de façon assez massive avec une trentaine de locuteurs dans 8 langues différentes. Ils en choisissent 4 qui sont branchantes à gauche, 4 branchantes à droite, et ils testent dans un domaine largement non linguistique la mémorisation de séries de chiffres, d'images ou de points, d'une simple tâche de mémoire, dans laquelle il s'agit de restituer une série d'éléments qui peuvent être des images, qui peuvent être des points sur une grille dans un certain ordre. Il s'agit de retrouver quels éléments ont été présentés et dans quel ordre. C'est une tâche tout à fait classique dans laquelle il y a des effets de récence et de primauté, c'est-à-dire qu'on retient mieux le début et on retient mieux la fin de la liste, et on a du mal au milieu. Et il se demande, est-ce que ce sont des effets universels? Après tout, si vous êtes dans cette langue Lakota ou dans les langues branchantes à gauche ici, donc avec la tête en second, eh bien, vous devez mémoriser cet objet qui vient en premier. Vous voyez, par exemple, lettre, vous devez mémoriser ce mot et attendre la fin du syntagme pour l'intégrer dans une représentation sémantique. Donc peut-être que vous avez une mémoire qui est incitée stratégiquement à retenir plutôt les éléments qui sont en premier. Et inversement, pour les langues comme le français, ici, dans lequel tout est inversé. Alors, ils testent cela dans des tâches de mémoire, donc, et malheureusement, il y a peu de détails sur les résultats, mais je vous les montre ici quand même. C'est un des graphes de l'article. Vous avez donc, ils ont catégorisé la réussite des sujets, donc le nombre d'essais corrects, suivant que les objets ont été présentés en début de liste ou en fin de liste. Et en mélangeant, hein, si j'ai bien compris, les chiffres, les images et les points, malheureusement, on n'a pas les résultats séparés. Mais donc, ça, c'est le début de la liste, ça, c'est la fin de la liste. Et vous voyez qu'à une exception près, toutes les langues qui ont la tête à gauche ont un petit peu une mémoire un petit peu meilleure du début de la liste, et toutes les langues qui ont la tête à droite ont une mémoire un petit peu meilleure de la fin de la liste. Là encore, hein, ce sont des effets minuscules. Vous voyez que tout ça survient au milieu d'effets génériques, et ils ont cette courbe d'effets de récence et de primauté qui est complètement universelle, mais il y a un tout petit peu de stratégie légèrement différente. Et est-ce que cette stratégie se traduit par des changements de la perception des rythmes également? C'est la question qui est posée dans cet article plus ancien d'Annie Patel avec Iverson et Uguchi. Après tout, il y a une corrélation entre l'ordre des mots et la prosodie au niveau des clauses. Alors, ce n'est pas complètement intuitif, mais lorsqu'on a une langue avec la tête première, comme le français et l'anglais, à ce moment-là, on met l'accent sur la fin. Donc, par exemple, en anglais, the book. Okay. Et l'accent, le stress, vient sur la fin des mots. Et ce qu'on appelle un rythme iambique. Donc, le mot grammatical n'est pas accentué, et le mot à contenu est plus accentué ici. L'inverse est vrai pour des langues avec la tête en dernier, comme le japonais, par exemple, hanga. Okay. Ça veut dire le livre. Ga ne veut pas dire le, hein. Ça c'est le livre, mais ça veut dire que c'est le sujet, c'est le marqueur du nominatif qui dit c'est le sujet de la phrase qui va venir. Donc là, l'accent est complètement inversé à nouveau. Est-ce que ça a un effet sur la perception du rythme? Donc on peut se poser la question, est-ce que les Japonais, les Américains vont grouper ces sons de la même manière? Ça c'est une étude très intéressante. Vous voyez, on va présenter ici des sons complètement ambigus, dans lesquels il y a une alternance, par exemple ici, d'un son long et d'un son court, long, court, etc. Mais après tout, vous pourriez aussi le percevoir comme étant court, long, court, long.
Et si vous êtes exposé à une série de sons de cette nature-là, vous allez voir que votre perception oscille. Tantôt vous percevez un, tantôt vous percevez l'autre. Mais est-ce qu'il y a un biais? Alors on peut faire ça avec des sons courts et longs, comme ici, ou on peut faire avec des sons intenses et moins intenses, faire varier, moduler l'intensité du son ici. Donc c'est ce qui est fait dans cet article, qui est assez sérieux, dans le Journal of the Acoustical Society of America. Ils exposent donc des adultes américains à des séquences. Vous voyez qu'ils font ça bien parce qu'il y a une rampe au départ. Vous ne pouvez pas vous servir du début de la séquence pour dire quels sons étaient en premier et comment structurer cette séquence. Mais vous avez au bout d'un moment une alternance très claire de sons forts et de sons faibles. Et la question, c'est qu'est-ce que les gens perçoivent? Et donc, il y a des sujets anglais, des sujets japonais. Et vous voyez que la langue, en tout cas la culture, ici, module massivement les réponses du sujet. Si on regarde ici à droite, c'est peut-être le plus simple. Lorsqu'on présente cette séquence qui alterne court et long, eh bien, les Anglais ont beaucoup plus tendance à dire, presque 100% du temps ici, que c'est court suivi de long, qui correspond à la structure de la langue. Et c'est beaucoup moins le cas pour les Japonais, qui sont à 50% ici. Et pareil pour l'alternance faible-fort. Les Anglais ont tendance à dire plus que les Japonais, que c'est faible suivi de fort. Il y a des biais dans les deux cas, donc il y a des aspects universels, mais il y a aussi une petite modulation par la langue. Donc voilà, on n'entend pas. Les entrées perceptives sont rigoureusement les mêmes, mais à un certain niveau de groupement perceptif, on ne va pas grouper les choses exactement de la même manière. Il y a un biais de groupement qui semble corrélé à celui de la langue. Ce sont toujours des corrélations, donc la causalité n'est pas complètement démontrée. Alors cet effet est répliqué, et de façon très intéressante, on arrive à savoir à quel moment il survient chez le bébé, à quel moment finalement on est influencé par la structure de la langue. Donc ce sont des expériences dans lesquelles on reprend le même genre de stimuli. On manipule ici seulement la durée dans ces expériences. Et on s'aperçoit que les bébés qui sont ici des bébés américains de langue anglaise, eh bien, vont regarder plus longtemps lorsque le haut-parleur donne une structure, donc je n'ai pas donné ces termes, trochaïque et iambique ici, donne une structure trochaïque qui viole l'organisation de leur langue. Et ils regardent moins longtemps lorsque ça respecte l'organisation de leur langue. C'est en anglais, donc c'est le plus court suivi du plus long, qui est perçu en anglais, ou le plus faible suivi du plus fort. Donc les bébés sont surpris d'avoir une structure qui ne respecte pas ce qu'ils entendent habituellement dans leur langue. Mais vous voyez que ça n'est pas le cas au tout départ, en tout cas, c'est même pas au départ, c'est à 5-6 mois ici, et c'est seulement vers 7 ou 8 mois qu'on voit apparaître cet effet. Et bien sûr, il y a l'expérience inverse chez les sujets japonais. Vous voyez que chez les sujets japonais, eh bien, la perception fonctionne dans l'autre sens, et c'est pareil, c'est seulement vers 7 ou 8 mois qu'on voit apparaître cette différence significative ici. Bon, à nouveau, ce sont des tout petits effets, mais c'est quand même très intéressant de voir que nous sommes imprégnés par la mélodie de la langue maternelle précocement et que ça a des effets qui ont l'air d'aller au-delà de la simple sphère linguistique, mais qui imprègnent quelque part la manière dont on perçoit la prosodie. Et au passage, je vous remets une diapositive que j'avais présentée lors des cours sur langage et musique pour vous rappeler que, d'après Annie Patel, il y a quand même une modulation de l'organisation musicale et de la composition musicale qui varie suivant les cultures et qui covarie avec l'organisation linguistique. Donc la musique de la culture serait en partie liée à la prosodie de la langue parce que les compositeurs utiliseraient comme une sorte de ressource, consciente ou non consciente d'ailleurs, la mélodie de leur langue maternelle. Et ce qu'on vient de voir sur les jeunes enfants, les bébés, va tout à fait dans ce sens. On serait vraiment imprégné par cette culture prosodique particulière à notre langue. Alors, il semblerait, et c'est l'objet d'analyse d'Annie Patel, que la musique anglaise commence plus souvent par une note brève suivie d'une longue, exactement comme ce qu'on vient de voir de Book, où le stress est en deuxième. Donc, pensez par exemple à Greensleeves, c'est vraiment comme ça. Je ne sais pas si je veux le chanter, mais... Voilà, chaque fois, l'accent est mis sur la deuxième partie. La musique japonaise, apparemment, là je ne suis pas du tout spécialiste et encore moins capable de la chanter, mais la musique japonaise montre une tendance exactement inverse. Et dans cet article que j'avais illustré ici, ils prennent des mesures explicites de la musique anglaise et de la musique française et de la langue anglaise et de la langue française. Alors les mesures sont des mesures de la variabilité de la durée d'une note à l'autre. Vous voyez qu'ici, on regarde dans quelle mesure la durée change d'un item au suivant, et on regarde à quel point ces changements sont amples, donc,
en divisant par la moyenne ici des items. Donc l'idée, c'est que l'amplitude des variations est un index du rythme de la langue, et on peut le mesurer donc en français, en anglais, sur des stimuli linguistiques ou sur des stimuli musicaux, et voir qu'il y a quand même des variations importantes. Il donne des exemples ici. Donc je vous fais écouter un petit morceau de Debussy. Donc l'idée, c'est qu'à la fois dans les excursions de fréquence et dans les excursions de durée, il y a une modulation lente, faible, alors que si vous écoutez de la musique anglaise, on retrouve peut-être de façon un peu caricaturale ici, parce que ce sont des effets statistiques, mais on retrouve ce balancement avec l'accent sur le deuxième. Alors, ils font toutes ces mesures et ils observent effectivement qu'il y a une corrélation entre ces mesures donc, de rythme et d'excursion dans la mélodie et d'excursion dans le rythme, et que, vous voyez, la langue anglaise et la musique anglaise ont tendance à être plus proches, et la musique anglaise et la musique française et la langue française ont tendance à être proches également. Donc il y aurait une sorte de ressemblance, sans qu'on puisse parler de causalité ici. C'est très difficile de parler de causalité, mais au moins il y a une ressemblance, et il y aurait donc un style de musique française ou anglaise ou japonaise qui corrèle avec la structure de la langue. Donc retenons en tout cas qu'on est imprégné quand même par la structure mélodique de la langue. On sait que les enfants sont imprégnés in utero également. Dès la naissance, il y a déjà des effets de la mélodie de la langue. Ça a été montré par mon épouse Ghislaine il y a déjà bien des années avec Jacques Meller. Et donc on peut penser que c'est une des choses qui nous imprègne peut-être le plus profondément, c'est cette mélodie de la langue qui ensuite influence la perception. Alors passons à un autre aspect arbitraire de la langue, qui est aussi intriguant, c'est le genre. Il n'y a pas seulement l'ordre des mots ou la prosodie, mais il y a aussi des traits grammaticaux. On décide de dire qu'il y a des mots qui sont masculins et des mots qui sont féminins. Bon, sachez que d'abord, il y a certaines langues qui n'ont absolument pas ça. Et d'ailleurs, les locuteurs de ces langues ont énormément de mal à apprendre la langue française, par exemple, qui nous oblige à faire cette distinction. Et puis, il y a des langues qui ont 3 genres, par exemple masculin, féminin et neutre. Et ce n'est pas forcément des langues exotiques. Ça peut être l'allemand, par exemple, simplement. Et le genre est attribué arbitrairement. Évidemment, lorsqu'il s'agit d'animaux ou de personnes, il y a un caractère non arbitraire, et ce n'est pas par hasard qu'on dit la poule et le coq, par exemple, puisque ça correspond au masculin-féminin, mais on va aussi l'attribuer à toutes sortes d'autres objets. Par exemple, voilà, ça c'est la lune, non, en allemand c'est le lune. Ça c'est le soleil, sauf qu'en allemand c'est la soleil. Et le concept de décès, c'est la mort, c'est le mort en allemand. Et un livre, c'est neutre. Pourquoi? Voilà, c'est das en allemand. Alors, c'est vraiment assez curieux. Il y a des variations qui sont tout à fait incompréhensibles. Par exemple, une jeune fille en allemand, c'est das Mädchen, donc c'est neutre. Et ce qui avait fait dire à l'humoriste Mark Twain, en allemand, une jeune demoiselle n'a pas de sexe, alors un navet en a un. Alors qu'un navet en a un. Ouais. C'est vrai que c'est tout à fait étrange. Bon. Question pour nous aujourd'hui, est-ce que ça affecte la manière de penser? Est-ce qu'on pense vraiment à la Lune comme quelque chose de féminin parce qu'on est français ou quelque chose de masculin parce qu'on est allemand? Eh bien, ça a été étudié donc, par un certain nombre d'auteurs. Il y a beaucoup d'articles sur la question qui sont assez faibles, je dois dire. Celui-ci est un peu mieux que les autres. Il pose vraiment la question au niveau sémantique, en demandant à des sujets des jugements de proximité sémantique. Donc on va donner une triade de mots au sujet, ça peut être des Anglais, des Italiens ou des Allemands, et on va leur demander, choisissez les 2 qui vous paraissent les plus proches. Donc là, c'est moi qui ai pris 3 mots, girafe, singe, castor. Est-ce que parce que le singe et le castor sont tous les 2 masculins, alors que la girafe, c'est la girafe, féminin, est-ce que vous allez juger plus souvent que le hasard que singe et castor vont ensemble, toutes choses égales par ailleurs, donc en essayant de maîtriser la distance sémantique. Et ils ont un effet assez net du genre, d'abord en italien, c'est la première expérience, donc ils comparent des locuteurs de l'italien et de l'anglais, et ils trouvent que les Italiens ont tendance à grouper plus que les Anglais les mots qui ont le même genre. Donc dans mon exemple, ce serait le singe et le castor en français, par exemple. Mais vous voyez qu'ils ne le font que pour les noms d'animaux. Et déjà, ils ne le font pas pour les objets,
inanimé. Donc ça veut dire qu'on ne transpose pas ce concept de masculin-féminin, on le traite vraiment comme un trait arbitraire, et lorsqu'on fait des jugements sémantiques, ça n'affecte pas notre jugement des objets inanimés. Alors même pour les animaux, ici, vous voyez, j'ai marqué net effet du genre, je ne sais pas si je devrais, parce que l'échelle, vous voyez, est extraordinairement compacte. Le hasard, c'est 33%, donc on est un tout petit peu biaisé, une fois de plus. Dans une tâche où c'est ambigu, toujours la même idée, hein, on est un tout petit peu biaisé par la langue ici. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que ces effets disparaissent en allemand. Donc, ils n'arrivent pas à répliquer leur effet en allemand. Et l'idée, c'est que l'italien est une langue beaucoup plus transparente que l'allemand. Donc, ça dépend aussi de la transparence, de la saillance, en quelque sorte, de ces informations. Par exemple, en italien, on va avoir des mots qui se terminent en O ou en A, qui indiquent de façon extrêmement régulière s'il s'agit du masculin ou du féminin, ce qui est beaucoup moins le cas, apparemment, en allemand. Et alors, même en italien, il y a une expérience de contrôle qui me paraît aussi très importante. On présente les mêmes stimuli, mais cette fois-ci sous forme d'images. Et les effets disparaissent totalement. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas vraiment au niveau sémantique que ça se passe. C'est quand on présente les stimuli sous forme de mots, qu'on active en quelque sorte le code linguistique, on obtient un tout petit biais du langage et de l'existence du genre dans le langage. Voyez. Mais dès qu'on s'écarte du langage, on présente les objets sous forme d'image, il n'y a plus d'effet ici. Donc non, on n'est pas biaisé massivement par le fait que notre langue a un genre, c'est un objet grammatical qui est utile pour la communication verbale. On est un tout petit peu biaisé lorsqu'on est forcé d'utiliser les mots, mais ça n'influence pas profondément nos représentations sémantiques des images. En tout cas, les effets, là, ont l'air d'être beaucoup moins évidents que peut-être ceux du rythme qu'on discutait il y a une seconde. Alors, autre domaine, et cette fois-ci, on va voir qu'il y a des effets controversés, mais beaucoup plus importants, hein, la dénomination des relations spatiales. Là encore, c'est quand même un des aspects très intéressants de cette thèse de Worf, de nous pencher sur les variations qui existent entre les langues. Et les variations sont considérables. Alors, Levinson nous introduit un cadre théorique pour parler de tout ça. Si je vous montre ces objets, par exemple, comment vous les décririez? Vous diriez, la fourchette est à gauche de la cuillère. En français, c'est ça qu'il faut dire, je crois. Mais il y a encore au moins deux autres manières de parler. Alors, donc le français, comme beaucoup d'autres langues occidentales, utilise principalement un cadre qu'on pourrait appeler égocentrique ou relatif, c'est-à-dire relatif à la position de l'observateur. À ma gauche, à gauche de la cuillère, ça veut dire par rapport à moi, c'est à gauche de la cuillère. Mais il y a d'autres langues qui utilisent un vocabulaire complètement différent. Il y a des langues qui n'utilisent qu'un cadre absolu, qui est fondé soit sur les points cardinaux, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest. Donc dans ces langues, on va dire la fourchette est au nord de la cuillère. Et on prendra en compte effectivement l'organisation de ces objets par rapport à un cadre géographique global, par rapport aux points cardinaux, ou plus ou moins, alors ce n'est pas le nord géographique parfait, mais c'est une direction cardinale dans l'environnement, ou ça peut être des points de repère géographiques, par exemple vers le haut ou vers le bas de la colline. Donc on dit downhill, uphill. Ce sont des mots qui existent en anglais aussi, hein. Mais par exemple, en cette salle, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on va donner l'orientation des objets l'un par rapport à l'autre, par rapport à ce cadre de référence qui n'est pas égocentrique, mais qui est absolu. Donc, c'est ce qu'on appelle le cadre absolu ici. Et puis, il y a encore une troisième possibilité, c'est d'utiliser un cadre intrinsèque. Par exemple, ici, on dirait la fourchette est au nez de la cuillère. Ce qui veut dire qu'on a orienter la cuillère, c'est elle qui définit le cadre de référence. On peut tout à fait dire ça en français. D'ailleurs, tous ces systèmes, on va le voir, existent dans toutes les langues, mais à des degrés variables. Mais en français, on peut dire, par exemple, je suis au pied du bâtiment, je suis devant le Collège de France, etc., avec la notion que le Collège de France a un devant et que c'est là que je suis. Donc c'est un cadre qu'on pourrait appeler intrinsèque, c'est-à-dire qu'il est intrinsèque à l'un des objets de référence qu'on utilise. Alors les langues varient franchement de cette manière-là. Hein. Il y a ces trois possibilités de dénomination des relations spatiales. L'anglais utilise un mélange de ces deux systèmes, mais a quand même très nettement ce cadre égocentrique. Alors évidemment, est-ce que ça change notre manière de penser? Au minimum, quand je dois parler, oui. Ça, c'est clair, et c'est l'argument que font Levinson et leurs collègues, ici Steve Levinson, du Max Planck de Nimeg. Si je dois parler comme en français dans un cadre relatif, il faut d'abord que je sois capable de faire la distinction gauche-droite, qui ne va pas de soi, hein, et puis il faut que je sois capable de prendre le point de vue du locuteur ou de l'auditeur. Si je vous écoute dire la fourchette est à gauche de la cuillère, il faut que je prenne en compte le fait que vous êtes dans une orientation différente de moi. Si par contre j'utilise un cadre absolu, je n'ai pas besoin de faire tout ça.
Mais j'ai besoin en permanence de connaître l'orientation relative des objets par rapport aux points cardinaux. Donc même si je suis à l'intérieur d'une pièce, il faut que je sache où est le nord. Et ces locuteurs ont l'air absolument extraordinaires vis-à-vis de ça. Il y a des exemples relatés dans tous ces articles de Steve Levinson d'un Indien d'Amazonie ou d'Australie, d'un aborigène d'Australie, qui se retrouve dans une chambre d'hôtel et qui dit « tourne le robinet du nord ». Voilà. Parce qu'il sait encore dans la chambre d'hôtel, alors que c'est une ville nouvelle pour lui, il sait encore où se trouve le nord, il en a besoin pour parler dans sa langue. Voilà. C'est nécessaire d'avoir ce cadre avec des points cardinaux pour pouvoir parler dans ces langues. Et puis, dans le cas du cadre intrinsèque, où je dirais la fourchette est au nez de la cuillère, eh bien, à ce moment-là, il faut s'accorder sur quel est l'axe principal de l'objet, où est le devant, où est le derrière, et il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus. Donc, il y a une autre forme d'orientation de l'attention. Donc, d'après Steve Levinson, le simple fait de parler ces langues va induire une sorte de cadre de pensée, un cadre attentionnel, qui va changer notre manière de traiter l'espace. Et Steve Levinson fait partie des Whorfiens un petit peu radicaux, qui pensent vraiment qu'on pense de façon complètement différente, suivant qu'on utilise l'une ou l'autre de ces langues. Alors, qu'en est-il réellement ? D'abord, donc, regardons les expériences que propose Steve Levinson et ses collègues. Il y en a vraiment toute une série, c'est quand même une recherche très impressionnante, cross-linguistique, cross-culturelle, avec des expériences qui sont menées dans des sites difficiles d'accès, donc c'est vraiment une recherche considérable. Alors voilà un exemple de tâche. On montre au sujet une carte avec des points. Je vais revenir en arrière, voilà, ici. Donc on montre à ce sujet une carte sur laquelle il y a des objets, et on va enlever la carte, on va le tourner de 180 degrés, et on va lui demander de choisir quelle était la carte qui lui avait été présentée. D'accord ? Alors vous allez choisir cette carte-là, mais peut-être un locuteur d'une autre langue va choisir une autre de ces cartes. D'accord ? Et par exemple, si c'est l'orientation absolue par rapport au nord qui compte, vu que le nord est toujours ici vers le haut, c'est cette carte-là qui est la bonne réponse. Donc c'est à nouveau, et comme toujours dans cette recherche whorfienne, une tâche ambiguë. On ne dit pas vraiment au sujet ce qu'il doit faire, les instructions sont un peu floues, et on regarde ce que les gens font. Et que font les gens ? Ici, donc, c'est une comparaison du hollandais à Nimègue versus du Tzetzal au Mexique, et vous voyez qu'il y a quand même une assez grosse différence. Alors, pratiquement 100% des Hollandais ici choisissent la solution relative, ce que vous feriez tous, et ici, par contre, il y a une proportion non négligeable de locuteurs du Tzeltal qui choisissent la solution absolue, donc qui tiennent compte de l'orientation géographique et de où se trouve le nord. Donc c'est curieux. Autre exemple, et on va avoir 4 tâches différentes qui toutes convergent. Ici, vous devez mémoriser l'organisation des objets, retenir ça en mémoire, on les enlève, on vous fait tourner de 180 degrés, et sur une autre table, vous devez disposer les objets comme vous vous en souvenez. C'est pas mal, c'est une tâche non verbale, et elle peut être faite avec des locuteurs de n'importe quelle langue, même non éduqués, etc. On n'a pas besoin d'éducation pour faire cette tâche. On comprend très facilement ce qu'il faut faire. Mais il y a 2 manières de répondre. Il y a la manière qui serait absolue ici, par rapport au nord, le poisson est par là, le crabe, la coccinelle, ou bien par rapport à la personne, donc cadre relatif, je les dispose de la gauche vers la droite ici. Eh bien, je pense que vous vous doutez du résultat. Là encore, donc 2 groupes de sujets de langues très différentes. Les Hollandais, pratiquement tous, choisissent dans tous les essais la solution relative, et les Téné-Japans, ici, qui ont la langue avec un système absolu de dénomination de l'espace, eh bien, vous voyez qu'une majorité d'entre eux, ce n'est pas aussi radical, mais une majorité d'entre eux organisent les données de cette manière-là, de façon absolue par rapport au nord géographique. Troisième tâche, qui est assez maligne aussi, on dit au sujet, vous allez mémoriser un labyrinthe. Alors je vous montre un trajet ici, et voilà le trajet, et vous allez devoir le reproduire dans l'espace. On leur fait tourner les sujets et on leur demande reproduisez le chemin qui mène à la sortie. Sauf que même sans s'en apercevoir, d'ailleurs les gens ne voient pas qu'il y a plusieurs possibilités et que toutes les possibilités ici conduisent à la sortie. Mais là encore, c'est très net, les sujets hollandais choisissent la solution relative, qui est en rouge ici, donc ils ont tourné, alors que les sujets Tzeltal ont choisi la solution absolue à la majorité.
Et puis, d'après Steve Levinson, ça affecte même le raisonnement. Alors là, il faut que je vous explique un petit peu la tâche, mais on va commencer par vous donner des informations sur la position relative d'un objet A et d'un objet B ici. Puis on vous fait tourner et on vous montre que l'objet B est lui-même en relation avec un objet C. D'accord ? Et enfin, on vous fait retourner vers la table de départ. Il n'y a plus que l'objet A et on vous dit mais où est-ce que vous mettriez l'objet C. Donc c'est une tâche d'inférence transitive où on a la relation AB, la relation BC, on vous demande de déduire la relation AC. D'accord ? Donc, tâche classique, sauf qu'ici, il y a deux réponses possibles. Essayez de faire la tâche dans votre tête, donc vous recevez cette information-là, puis on vous change d'orientation et vous recevez cette information-là. Vous allez dire, ah bah, l'objet rose, il est à droite du jaune, et comme le jaune est à droite du vert, bah, je vais mettre le rose à droite du vert. Donc la solution relative, c'est celle-ci, et c'est celle que choisissent l'immense majorité des sujets hollandais ici. Oui, mais comme les objets sont espacés, ici, la solution absolue, ce n'est pas celle-là. C'est de dire, ah oui, l'objet vert, il disposerait bien ici au milieu, et à ce moment-là, le rose, il est de l'autre côté. Et donc, je vais choisir cette solution-là. D'accord ? Et effectivement, les locuteurs du Tseltal choisissent l'autre solution. Et chacun est persuadé d'avoir raison, bien entendu. Donc, c'est quand même intéressant. On a des tâches ambiguës, et les sujets basculent dans une interprétation ou dans l'autre. Est-ce que c'est pour autant des effets worfiens ? Alors là, il y a un débat, et il y a un article remarquable de Lee et Gleitman en 2002 qui s'appelle Turning the Tables, Language and Spatial Reasoning, qui dit non, il faut retourner les tables au sens métaphorique, ça ne marche pas comme ça. En fait, ce sont des effets assez banals, et il présente des critiques assez fortes de ce travail qui finissent par conclure que non, ce n'est pas vrai qu'on pense complètement différemment. Alors, quelles sont les critiques ? D'abord, il faut bien voir que les conditions de test ne sont quand même pas exactement identiques dans toutes ces cultures. Imaginez de faire ces tests chez les aborigènes d'Australie. Alors, il va falloir trouver une table, où, etc. Bon, la critique de Gleitman, c'est que en fait, les Occidentaux sont souvent testés à l'intérieur, dans le laboratoire, alors que les non-Occidentaux sont souvent testés en extérieur. Bon, après, Levinson dira que ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, vous allez voir que ça a un effet quand même majeur. Donc, Lila Gleitman et ses collaborateurs testent des sujets américains en extérieur, ou même en intérieur, mais en ouvrant les rideaux de la fenêtre du laboratoire, et ça change tout. Voyez ? Donc ici, on a une expérience où les sujets ont été testés dans un laboratoire, mais soit la fenêtre était fermée par des rideaux, soit la fenêtre était ouverte, et on voit clairement qu'il y a une sorte de landmark, la bibliothèque ici qui est juste devant, soit testé en extérieur, sur une pelouse qui fait face à des bâtiments importants aussi. Et vous voyez que sans être aussi radicaux que les résultats de Levinson, les résultats changent quand même massivement. Donc d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai que tous les sujets choisissent toujours la solution relative, mais en plus, vous voyez que les extrêmes ici, le nombre d'essais absolus, sont modulés fortement par le fait d'être à l'extérieur, à l'intérieur mais avec la fenêtre ouverte, ou à l'intérieur et avec les rideaux fermés. Voilà. Donc on peut, dans une certaine mesure, moduler les résultats des sujets occidentaux par des phénomènes de ce genre-là. On peut penser que la pragmatique est assez différente. Ici, c'est une autre manière de moduler les résultats des expérimentaux. On met une table, exactement comme avant, et on doit se tourner vers l'autre table. La seule différence, c'est que dans une des conditions, il y a un point de repère. C'est ce petit objet qui est choisi parce qu'il est symétrique, donc il ne donne pas d'indication d'orientation particulière, mais juste le bout de la table. Donc le bout de la table est clairement marqué par un objet particulier. Eh bien, ça suffit à faire basculer les résultats des sujets américains d'un biais relatif à un biais absolu. Donc ce n'est pas vrai que les sujets américains ne sont pas capables de penser en termes géographiques. Ils sont tout à fait capables de penser en termes géographiques, et chacun d'entre nous, on est capable de penser en termes géographiques. Ce qui se passe, d'après Gleitman, c'est qu'on a toutes ces possibilités en tête, et on choisit l'une ou l'autre en fonction de la pragmatique. Alors, il y a un deuxième article dans lequel il montre, effectivement, ça c'est peut-être le plus important, que ces fameux sujets locuteurs du Tseltal, ils sont aussi capables de basculer dans une interprétation relative. Donc, eux non plus ne sont pas limités par leur langue. Ils sont capables de penser autrement. En fait, Gleitman dit, si vous allez à New York, vous allez avoir un cadre de référence absolu. On va vous dire c'est uptown ou c'est downtown, sur les termes qui sont utilisés spontanément, parce que la géographie s'y prête bien. Et il y a aussi crosstown, d'ailleurs, qui est l'axe orthogonal. Et donc, dans la langue américaine, on a aussi des termes comme ça lorsque c'est approprié pour la géographie. Donc, en fait, la première chose à retenir, c'est que la tâche est ambiguë,
Et que dans ce cas-là, la pragmatique du langage joue un rôle très important. Qu'est-ce que le gars veut que je fasse? Vous vous souvenez, la semaine dernière, vous avez lu une citation de Pinker qui insistait beaucoup là-dessus. Quand on est dans ce type d'expérience, il y a un rôle du langage qui est simplement pragmatique. C'est il faut que j'arrive à comprendre ce qu'on attend de moi. Alors les instructions sont floues. Eh bien, comme le gars me parle anglais en face de moi, je vais supposer qu'il fait référence au cadre de référence qui est typique de l'anglais, c'est-à-dire le cadre relatif. Voilà. Mais tous les cadres de référence spatiaux sont disponibles dans toutes les cultures. Nous pouvons tous penser de ces différentes manières. Et c'est simplement la langue particulière qui nous biaise, à nouveau, dans le cas où c'est ambigu. Alors, quand même, ça veut dire qu'il ne faut pas négliger ces variations linguistiques, mais il ne faut pas penser qu'elles modifient profondément notre pensée non linguistique, mais plutôt qu'elles servent d'outil supplémentaire, et cet outil va nous permettre de répondre, et va parfois nous faire répondre de façon assez différente. Lera Boroditsky, qui est une deuxième Worfienne convaincue, effectue toutes sortes d'expériences dans ce domaine, et elle travaille beaucoup sur la représentation du temps. Et alors, elle attire l'attention sur le fait que le temps et l'espace vont souvent ensemble. Et dans beaucoup de langues, sinon toutes les langues, la métaphore spatiale est utilisée pour parler du temps. C'est le cas en français. On va dire, par exemple, le plus dur est derrière nous. J'espère que vous ne pensez pas ça en ce moment pour parler de ce cours, mais c'est vrai qu'on a passé la moitié du cours. Donc le plus dur est derrière nous. Pourquoi derrière? Le temps est derrière nous. L'avenir est devant nous. L'élection est encore loin devant nous, etc. Alors on pense à la fois en termes de devant, derrière, enfin en tout cas on s'exprime comme ça, et puis on s'exprime aussi de la gauche vers la droite. Typiquement, le temps dans notre culture s'écoule de la gauche vers la droite, ce qui est sans doute une influence aussi de la direction de l'écriture. Il faut savoir que ce n'est pas le cas partout. Et dans certaines langues, il y a des variations importantes dans la manière d'exprimer le temps. Par exemple, on peut parler du chinois. En chinois, on utilise l'axe horizontal, comme en anglais, donc de la gauche vers la droite, mais on utilise aussi l'axe vertical. Et il y a un morphème, alors je vais essayer de le prononcer, shang, et avec l'accent descendant, et xia, qui sont donc deux morphèmes qui sont utilisés pour dire en haut, au-dessus, pour shang, mais en bas, en dessous pour xia, et qui sont employés aussi pour parler de l'ordre des événements, des semaines ou des mois. Par exemple, les événements qui surviennent tôt ont tendance à être shang, et les événements qui surviennent plus tard ont tendance à être xia. Autrement dit, le mois dernier, c'est le mois du dessus, hein, et plus le temps s'écoule, plus les choses descendent, et donc le mois prochain, c'est le mois du dessous. D'accord ? Bon, donc c'est un système qui est quand même assez différent du nôtre, et on peut se poser la question, est-ce que ça influence les réponses des sujets chinois? Donc Lera Boroditsky montre une expérience assez amusante où on va tester si l'axe horizontal et l'axe vertical sont interprétés de façon différente, comme des métaphores du temps, en anglais et en chinois. Alors, elle présente des photographies de Woody Allen. Donc voilà, imaginez que vous voyez une première photographie de Woody Allen, et puis une deuxième, et vous allez devoir dire si elle vient après ou avant la première. Donc là, après, d'accord. Il est plus vieux. Bon. L'astuce, c'est que vous avez des boutons pour dire avant ou après. Vous pouvez dire avant, après, gauche-droite, ce serait peut-être le plus naturel pour nous, mais vous pouvez aussi dire avant avec la main droite et après avec la main gauche, et vous pouvez éventuellement organiser les boutons verticalement, et à ce moment-là, c'est le haut pour dire après, le bas pour dire avant, ou bien éventuellement l'inverse, d'accord? Donc il y a toutes ces combinaisons. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une différence assez importante entre les Chinois et les Anglais, ici, locuteur du mandarin versus locuteur de la langue américaine. Donc, regardons d'abord les résultats des Américains. Vous voyez que lorsque les boutons sont disposés horizontalement, on va nettement plus vite pour dire avant avec la main gauche et après avec la main droite. C'est logique, c'est la congruence entre le temps et l'espace qui nous est la plus naturelle. Verticalement, il n'y a pas d'effet. Mais chez les locuteurs du mandarin, ici, c'est complètement différent. Vous voyez qu'il y a l'effet horizontal, mais il y a aussi l'effet vertical. Donc, ils préfèrent très nettement avoir avant en haut et après en bas. Les choses descendent en fonction du temps. D'accord ? Alors, dans un autre article, Boroditsky et Gabi vont dans une communauté aborigène dans laquelle le langage spatial a un cadre de référence absolu. Et là, ça devient un petit peu étrange et extrême. Est-ce que quand on pense que l'espace est catégorisé en termes géographiques absolus, avec le nord, et on va organiser les objets en fonction du nord, eh bien, est-ce qu'on pense aussi dans ces termes-là pour le temps? Et c'est ce que prétend Lera Boroditsky. Donc, elle demande au sujet de mettre en ordre des cartes.
Donc vous avez ces 4 cartes ici. Je crois qu'il s'agit du père de Lera Boroditsky à différents âges. Et donc c'est facile de les mettre en ordre. Là, ils ont été mis en ordre de la gauche vers la droite. Hein. Mais si on vous les donnait mélangés, dans quel ordre vous les mettriez? Sans doute de la gauche vers la droite aussi. Que font les sujets aborigènes? Alors ils utilisent d'autres tests aussi. Hein. Par exemple, si ce point représente aujourd'hui, où est-ce que vous mettriez demain, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait s'asseoir les sujets, et puis au milieu du test, on les demande de changer d'orientation et de se réorienter de 180 ou 90 degrés par rapport à l'orientation précédente. D'accord ? Donc la question, c'est est-ce que les résultats changent? Et effectivement, 58% des membres de cette communauté aborigène changent de réponse lorsqu'on les réoriente. Changent de réponse relative. Hein. Donc nous, on conserve l'orientation relative, toujours de la gauche vers la droite par rapport à nous-mêmes. Ces sujets ont tendance à changer de réponse. Et surtout, donc, l'organisation est bien plus souvent d'est en ouest. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les différents essais qui ont été passés par des sujets américains ou POM pour Awans, ici. Et vous voyez que pour les sujets américains, ils catégorisent très bien en fonction de la direction relative, donc de la gauche vers la droite. 100% des sujets américains ont fait ça. Et si on le catégorise en fonction de l'organisation géographique, ça ne marche pas. Il y a des réponses un peu partout des sujets américains ici. C'est l'inverse pour les sujets POM pour Awan. Leurs réponses se répartissent à peu près n'importe comment vis-à-vis de l'orientation relative, mais s'organisent de façon nettement prédominante en direction de l'ouest. L'avenir est à l'ouest, pour eux. Donc ils vont organiser ces images dans la direction de l'ouest. Ce qui n'est pas absurde, ça correspond au trajet du soleil, c'est peut-être aussi la métaphore implicite dans la langue chinoise. Hein, le soleil descend et descend vers l'ouest. Voilà. Évidemment, il monte en début de journée, donc tout ça est ambigu à nouveau, mais il faut faire des choix, et la langue a fait ce choix apparemment, ça descend et ça va vers l'ouest. Alors voilà, c'est encore des résultats un peu provoquants. Des sujets qui sont soumis au même test se mettent à répondre de façon différente. Est-ce que ça veut dire pour autant que leur pensée est massivement affectée? Là encore, il y a eu beaucoup de critiques du travail de Lera Boroditsky, et je pense que la position qu'on doit adopter est beaucoup plus nuancée que celle qu'elle adopte elle-même. D'abord, il y a plusieurs difficultés qui vont contre l'idée d'une interprétation forte à la Worf. D'abord, il y a des échecs de réplication. Ça, c'est quand même embêtant. Il y a 2 articles qui critiquent très sévèrement le premier travail dont je vous ai parlé, de Boroditsky, avec Woody Allen, et qui disent on n'arrive pas à répliquer. Donc ça, c'est curieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet non plus. Les résultats de Lera Boroditsky existent. Je ne pense pas qu'elle les ait inventés. Je me demande personnellement si ce qui se passe, ce n'est pas des effets subtils de contexte et des attentes de l'expérimentateur. Autrement dit, à nouveau, de la pragmatique de la langue. Je comprends, par l'attitude de l'expérimentateur, par la langue qu'il utilise peut-être, que je dois répondre de telle ou telle manière. Ce serait très intéressant de refaire ces tests en gardant les sujets constants, peut-être que des participants américains, mais en changeant l'expérimentateur. Et peut-être en ayant un expérimentateur qui, lui, parle le chinois, un expérimentateur qui, lui, parle la langue américaine, et voir si on peut avoir des biais comme ça. Ça a été rapporté dans d'autres expériences de sciences sociales. Je crois qu'on sous-estime l'effet des attentes des expérimentateurs sur les résultats qu'on peut obtenir dans ce type de tâches qui sont ambiguës, hein, rappelons-le. Alors, d'autre part, Lera Boroditsky elle-même montre que ça n'est pas un empêchement de la pensée. Ce n'est pas parce qu'on a ce cadre spatial qui nous fait penser autant qu'on est empêché de penser autrement. Et donc on peut tout à fait apprendre au sujet à changer de perspective. Et ça m'évoque aussi les expériences que j'avais moi-même menées sur la perspective pour les nombres. Vous savez que l'effet SNAR que j'ai découvert il y a une trentaine d'années, c'est le fait qu'on a tendance à mettre les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. Donc on pense aux nombres en termes d'une organisation spatiale de la gauche vers la droite. Et c'est un très fort effet, très automatique sur les temps de réaction dans un contexte strictement numérique, non verbal, etc. Mais si je vous demande de penser aux nombres comme une horloge, eh bien vous pouvez inverser cet effet. À ce moment-là, les petits nombres sont à droite et puis les nombres plus grands tournent autour vers la gauche comme ça. Et donc, là encore, ce n'est pas un cadre absolu, c'est une sorte de référence, mais on peut en changer. Je rappelle toujours que dans ces expériences, on a affaire à des données corrélatives et non pas causatives. Donc il est tout à fait possible, et je pense que quand on y réfléchit, c'est peut-être plausible, que l'environnement géographique impose plutôt un cadre de référence géographique, par exemple avec le Nord. On peut imaginer dans les communautés aborigènes, il faut parfois parcourir des dizaines ou des centaines de kilomètres pour changer de village ou trouver des ressources naturelles. C'est assez logique de penser dans un cadre géographique orienté, comme ça, avec des points cardinaux. Et à ce moment-là, peut-être, on se met à en parler dans la langue.
Donc la causalité, si cette interprétation est correcte, est complètement inversée. Ce n'est pas la langue qui impose la manière de penser, c'est la manière de penser dans un environnement qui est ce qu'il est, qui va inciter la langue à adopter telle ou quelle structure. Donc, pour conclure sur ce point du temps et de l'espace, et je voudrais encore vous présenter une autre expérience après, c'est clair qu'il y a d'importantes variations cross-culturelles dans les cadres de référence, et surtout des variations dans la manière de parler de l'espace et du temps. Et ça, il ne faut pas les nier. Et ces variations corrèlent avec les stratégies que les sujets utilisent pour organiser leur pensée. Donc il faut l'avoir à l'esprit, parce que dans des tâches où on ne réfléchit même pas qu'elles peuvent être ambiguës, elles sont ambiguës et les sujets vont répondre différemment. Et par ailleurs, le temps est presque toujours nommé par des caractères spatiaux, alors que c'est pratiquement jamais l'inverse. Donc on utilise la métaphore de l'espace comme cadre pour le temps. Donc on peut penser qu'en fait, on a tous des systèmes de coordonnées multiples, qu'on trouve d'ailleurs avec une histoire évolutive très ancienne dans d'autres espèces animales, y compris les rats et les souris. Donc l'existence de coordonnées géographiques multiples, certaines égocentriques, certaines allocentriques, est très bien démontrée sur le plan neural, maintenant dans des circuits différents du cerveau, et que ces cadres de référence sont donc en petit nombre, sans doute innés, accessibles à tous les êtres humains, continuent d'être accessibles tout au long de la vie, mais les langues et les cultures modulent et sélectionnent parmi l'espace des possibles un petit sous-ensemble qui suffit à nommer le monde extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'apprendre un nouveau système, ça ne veut pas dire que notre pensée est limitée, mais elle est en quelque sorte biaisée par ce cadre linguistique. Alors je voudrais terminer en vous montrant une dernière variation qui rentre bien dans cette interprétation, c'est la variation dans ce qu'on appelle le support, le contenu et l'ajustement. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par ces termes? C'est extrêmement simple. On parle de support en anglais versus containment quand on oppose les mots sur versus les mots dans. D'accord? Donc vous dites la clé est sur la table, et la table supporte la clé. C'est ça qu'on veut dire. La clé est dans la tasse, ça veut dire la clé est à l'intérieur d'un autre objet, la tasse. Ça peut paraître évident, on a l'impression qu'on ne peut pas parler autrement, sauf qu'il y a des langues qui en parlent autrement. Et notamment donc, le coréen distingue plutôt la nature de la relation, l'ajustement de la relation. Donc vous avez un verbe, kita, ici, je ne sais pas si je le prononce bien du tout, mais qui indique si l'ajustement est étroit. Et toutes ces situations spatiales sont des situations qui seraient nommées par le verbe kita, c'est-à-dire un ajustement étroit, que ce soit du contenu ou du support. Donc par exemple, si vous dites un téléphone rentre dans sa pochette de protection, vous utilisez le verbe kita, c'est un ajustement étroit. Mais également, une capsule sur une bouteille, c'est un ajustement étroit, vous voyez. Alors que nous, on utiliserait des mots complètement différents pour dire dans et pour dire sur. Donc, on a l'impression que la langue coréenne insiste sur une dimension différente de la nôtre. Il y a aussi des mots pour les relations lâches, et dans ce cas-là, il y a effectivement un mot pour dire une relation lâche de contenu, qui est, pardon, c'est ici, c'est neta, une relation lâche de contenu, on utiliserait le mot dans, et une relation lâche de support, pour laquelle on utiliserait le mot sur. Mais donc la catégorisation en coréen est complètement différente. En anglais, vous avez la catégorisation en rouge, qui est la même qu'en français, avec sur et dans, mais en coréen, il faut 3 mots qui catégorisent les choses de façon très différente. Alors, est-ce que ça change les choses? Toujours pareil. Donc, on a des expériences de Choi et Hatrup, par exemple, qui demandent de juger de la similarité. Et vous avez des essais de ce genre. Alors, vous devez juger lequel est le plus similaire à l'item du haut. Est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-ci? Vous voyez qu'ici, on oppose tight on, donc serré et sûr. C'est les deux relations qui sont nommées ici. Et on va donner un essai ambigu dans lequel soit c'est sûr, mais ça n'est pas une relation serrée, soit c'est dans, mais c'est une relation serrée. Eh bien, il se trouve que les Coréens ont plutôt tendance à choisir sur la base de leur langage, donc sur la base de la relation d'ajustement, serré ou lâche, alors que nous, on va plutôt juger sur la base de sur versus dans. D'accord. Donc on est biaisé à nouveau par notre langue. Donc c'est le phénomène classique que je vous ai rapporté N fois maintenant. Dès que c'est ambigu, on a tendance à basculer en faveur de notre langue. Mais comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment un effet worfien? Et là, il y a un article extrêmement intéressant d'Elisabeth Spelke, et j'anticipe un tout petit peu sur le cours de la semaine prochaine, mais au cours du développement, si Worf a raison, les Coréens ne devraient pas être capables de penser
à ces relations d'ajustement lâche ou serré avant d'avoir les mots en question. Et nous, qui sommes en France ou en Amérique, comme on n'a pas cette notion qui est exprimée dans notre langue, serré ou ajusté ou lâche, en tout cas ce ne sont pas des mots aussi fréquents, pas des mots grammaticaux, etc., on ne devrait peut-être pas avoir ce concept du tout. Donc la théorie worfienne, c'est qu'on devrait voir apparaître au cours du développement cette représentation particulière de l'ajustement seulement chez les enfants coréens. L'autre hypothèse, qui est celle que j'ai défendue il y a quelques minutes, c'est qu'on a tous le même répertoire de concepts, donc on va tous avoir le concept d'ajustement, mais on va le sélectionner et l'amplifier par le biais de la langue qu'on utilise. Alors Espos et Spelke évaluent donc si des bébés américains de quelques mois, de 5 mois, distinguent déjà l'ajustement étroit versus lâche. Et là, on a affaire à des expériences de psychologie tout à fait classiques. Donc on commence à habituer les enfants, et la moitié des enfants sont habitués à avoir une relation lâche, c'est-à-dire on ne voit pas très bien ici, mais l'objet peut bouger à l'intérieur du contenu, donc c'est un contenant avec une relation de faible ajustement, un contenant avec une relation de fort ajustement. Vous voyez ici, c'est très étroit, c'est tight, donc tight versus loose en anglais. Ensuite, on va regarder s'il se déshabitue à la présentation d'une situation inverse. Donc, par exemple, est-ce que les enfants qui étaient habitués à une relation lâche ici vont rester habitués à une autre relation lâche et vont se déshabituer à une relation étroite. Et c'est effectivement le cas, il y a une interaction ici. Donc les enfants comprennent, même si ça ne fait pas partie des concepts de leur langue, ici américaine, les enfants de 5 mois comprennent qu'il y a une différence entre une relation étroite et une relation lâche qui permet à l'objet de bouger. Ici, c'est à l'intérieur des relations de contenant, mais de façon cruciale, dans l'expérience 2, les auteurs ici, Susan Espos et Elisabeth Spelke, montrent que ça marche aussi à travers les relations de contenance et de support. Donc d'une situation où on dirait sur, ici, vous voyez, l'objet est sur un autre, où l'objet est ajusté autour d'un autre, mais on utiliserait toujours en anglais le mot on, donc c'est tight on versus loose on. Et lorsqu'on habitue les enfants à cette situation-là, ils continuent de se déshabituer lorsqu'on change juste la relation d'ajustement. Donc ici, les enfants qui ont été habitués à un ajustement lâche se déshabituent pour la relation tight et regardent plus longtemps, et inversement, ceux qui ont été habitués à la relation tight se déshabituent pour la relation lâche ici. D'accord ? Donc, ils ont le concept, et ils ont le concept qui s'applique de façon générale, qu'il s'agisse d'une relation de contenance ou d'une relation de support. Ils sont capables de généraliser de l'une à l'autre, et mieux encore, dans une troisième expérience, je passe un peu vite, mais les auteurs montrent que les bébés s'en servent pour faire des prédictions. Donc ici, c'est une situation strictement de prévision de ce qui va se passer. Vous voyez que le bébé commence à voir une situation dans laquelle il y a un objet fin qui bouge à l'intérieur d'un conteneur, et donc il peut bouger, et on va regarder s'il est surpris que le contenant lui-même bouge également. Si c'est une relation lâche, le fait de bouger l'objet qui est dedans ne devrait pas bouger le contenant. Et effectivement, les sujets sont surpris, les bébés ici de quelques mois, 5 mois, sont surpris de voir que ici, vous voyez, le contenant a bougé. Et inversement, si c'est une relation étroite, alors quand on bouge l'objet du haut, celui du bas devrait bouger aussi. Et effectivement, maintenant, les bébés sont surpris de voir que l'objet du bas n'a pas bougé. Donc, voilà, n'a pas bougé en même temps que l'objet du haut. D'accord ? Donc c'est une situation typique des travaux d'Elisabeth Spelke. Les bébés comprennent la physique du monde extérieur, mais ils comprennent sur la base de relations pas seulement sur versus dans, qui sont exprimées en anglais, mais aussi sur la base de relations d'ajustement étroit versus lâche, qui sont importantes pour la physique, est-ce que les objets se touchent étroitement ou pas, et ceci avant d'apprendre aucun de ces mots, et dans une langue qui n'aura pas de distinction entre l'ajustement lâche et l'ajustement étroit, au moins au niveau grammatical, dans les termes de base de l'expression des relations spatiales. Donc, pour être très clair, et ce sera ma dernière conclusion, dans tous ces domaines, ce n'est pas parce que la langue n'exprime pas un concept qu'on ne peut pas le penser. C'est la première point. Et on peut être gravement aphasique et arriver à continuer à penser. On peut ne jamais avoir appris une relation lexicale et néanmoins la penser convenablement. La langue ne fait que sélectionner parmi des dimensions non verbales qui sont multiples, qui sont très nombreuses, et on choisit un certain nombre de dimensions qui vont être exprimées dans la langue. Et puis les autres, ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas être exprimées, mais on va devoir utiliser des adjectifs ou des circonlocutions. On va devoir parler autrement et peut-être de façon un peu plus longue, mais on peut toujours
traduire d'une langue à l'autre ces concepts, parce qu'en fait, on dispose du même ensemble de concepts de base. On ne fait que sélectionner et porter l'attention. Alors effectivement, lorsque ces dimensions sont ambiguës, lorsque l'expérimentateur laisse les choses complètement ouvertes, eh bien, on peut s'apercevoir que la langue a un effet important. Il y a des tâches de mémoire, effectivement. Souvent, ce sont des tâches un peu lentes, subjectives, dans lesquelles les résultats basculent du tout au tout en fonction de la langue des sujets. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense de façon radicalement différente. Ça veut plutôt dire qu'on utilise l'outil langage. Et l'outil langage, oui, bien sûr, il est différent. Donc ce sont des effets du langage sur le langage. Ce que la Lattmann appelle language on language. Ce n'est pas des effets worfiens. Ou alors il faut réinterpréter la thèse de Worf. Le langage est modulaire, il n'affecte pas l'ensemble des représentations cérébrales, mais il, bien entendu, affecte nos comportements lorsque nous utilisons le langage. Et le dernier point, quand même très important, contrairement au domaine de la phonologie, on ne perd pas ces concepts. Vous savez que dans le domaine de la phonologie, on perd la capacité de distinguer des phonèmes qui ne sont pas utilisés dans d'autres langues. Donc si vous êtes locuteur du japonais, vous n'utilisez pas la distinction entre un R et un L, vous la perdez. Et vous avez énormément de mal à la réapprendre, c'est presque impossible de la réapprendre, on la perd vers la première année de vie. Eh bien là, ça n'est pas le cas pour les concepts. Même si la langue n'utilise pas tel ou tel concept, on continue de les avoir à notre disposition. Donc d'une certaine manière, c'est vraiment l'inverse d'un effet worfien. Il y a encore énormément d'universels, même si on parle des langues extrêmement différentes. Alors la semaine prochaine, on verra ce qui se passe au cours de l'acquisition. Et donc je reviendrai sur ces données d'acquisition du langage. Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? Est-ce que chez l'enfant, il n'y a pas un effet un petit peu plus important du langage sur l'apprentissage? Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci.